Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, premier bilan sur la petite Ferrari du frangin, donc la 348 TS. Voilà, qui regarde la vidéo, je suis sûr que tu t'es déjà fait avoir en achetant un véhicule. Je suis sûr que tu as déjà acheté un véhicule avec le compteur trafiqué ou alors une voiture qui a eu un accident et que tu le savais pas. Et bah pour ça, il y a Car Vertical. Car Vertical, c'est le sponsor de la vidéo que je remercie et surtout je vous incite vraiment à utiliser cet outil qui est universel, qui fonctionne pour les véhicules partout dans le monde. Car Vertical, c'est très simple, tu mets la plaque, le numéro de VIN de ta voiture et ça va t'éditer un rapport dans le monde entier. Ça va te permettre de savoir si le véhicule a déjà été accidenté, la hauteur de l'accident, donc si c'est un petit accident, un accident moyen ou tout simplement un accident très grave qui aurait déclaré le véhicule épave. Ça va te permettre aussi de voir si les statuts juridiques, donc les papiers et les documents de la voiture sont ok ou non, et ça va aussi te permettre de pouvoir vérifier un petit peu le kilométrage de la voiture, s'il a été modifié, bidouillé et rechangé pour la vente. Donc bien évidemment, Car Vertical, c'est hyper important. Et je rappelle tout de suite, tu as 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et en description de la vidéo. Je vous montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple. Donc là, on se retrouve sur une Peugeot 3008 avec un compteur kilométrique et des dommages importants immédiatement identifiés sur ce rapport. On descend un petit peu, on parcourt quelques photos et là on a un beau dossier photo. On voit un petit peu les différents problèmes qu'elle a au niveau de la carrosserie. On voit également un indicateur de peinture, d'épaisseur de peinture. Alors rien d'hyper grave visiblement sur les photos qu'on a retrouvées grâce au rapport. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, on descend. On va avoir le kilométrage, on va pouvoir également observer que le kilométrage il a été trafiqué. On a eu clairement une baisse, donc on est à 175 000, on redescend à 79 000 km et elle a été revendue à 123 000 km. Ça veut dire que déjà, il y a une personne qui s'est fait arnaquer en rachetant ce véhicule-là. La personne l'a acheté certainement à 79 000, elle a roulé avec, elle est montée jusqu'à 123 000 et cette personne-là la vend. C'est là aussi Car Vertical, c'est fort, c'est que c'est pas toujours le vendeur de la voiture qui essaie de vous arnaquer. Lui-même s'est peut-être déjà fait arnaquer sans le savoir. Car Vertical, ça permet de lever le doute et de ne pas se faire arnaquer une deuxième fois. Ce qui est important également, c'est de vérifier le coût de réparation. Parce que là, on voit que sur les photos, il n'y a pas grand-chose. Donc, on se dit que peut-être c'est juste un frottement, peut-être c'est juste une portière. On regarde le coût, on voit que ça a été réparé en mars 2023 en Lituanie. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Entre 500 et 1500 euros. Donc, visiblement, il semblerait que ce soit juste de petits dégâts de carrosserie pour une somme de 1500 euros. Mais dans les pays de l'Est, il faut toujours faire attention parce que les magouilles existent. Mais en tout cas, quand on voit qu'il y a eu de légers défauts avec une somme inférieure à 1500 euros, pour moi c'est pas un problème pour l'achat du véhicule. Voilà, on a tous déjà fait repeindre un pare-choc, on a tous déjà fait repeindre un capot, une portière. Ça reste du dégât mineur, du dégât esthétique et pas du dégât structurel. Mais là en l'occurrence le gros problème c'est le compteur kilométrique qui a été trafiqué. Donc les amis, code GLB qui s'affiche à l'écran, tous les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas si vous achetez un véhicule d'occasion, faites ce pas là, Car Vertical c'est hyper important. Allez les amis, on continue tout de suite la vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sans grande mécanique, mais vraiment c'est une sortie de grange, on va dire une sortie de garage comme on vous avait dit. C'est une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps et ça commence à se ressentir, hein. On a fait on va dire 200 km pour la ramener, mon frère a fait 2-3 allers-retours. Allez, on va dire que la voiture elle a fait 350-380 km depuis qu'il l'a acheté. Et c'est fou, mais tout commence un petit peu à se débloquer, les vitesses sont moins dures. Donc voilà, c'est malheureux mais c'est une voiture qui ne roulait pas. Là on va avoir un premier souci, c'est que sur le pont, là je passe un doigt. Donc je vais déjà commencer par voir comment je peux la lever. Et puis après on va faire un bilan complet. Donc là l'idée c'est de faire le check-up de tout ce qu'il va falloir acheter. Parce que souvenez-vous, on l'avait déjà vu sur ma précédente Ferrari, enfin sur ma Ferrari à moi du coup. Les pièces, c'est assez dur à les avoir en France parce que c'est un réseau qui est relativement fermé. On va dire que Ferrari ne prend pas plaisir à vous vendre des pièces. Ils préfèrent tout simplement que vous amenez la voiture et que vous le fassiez chez eux. Alors je m'excuse, il fait hyper froid, il fait 1 degré là. Donc ça fume un petit peu. Et donc le meilleur moyen de choper des pièces, je dirais à un bon prix et surtout de pouvoir faire ça avec soi-même, c'est de l'acheter généralement en Angleterre. Voilà, il y a 2 sites anglais qui permettent de pouvoir acheter des pièces de Ferrari et de Maserati. Sauf que malheureusement, l'Angleterre étant sortie maintenant de l'Union Européenne, on passe de 3-4 jours à recevoir les pièces à 15 jours, 3 semaines. On passe de 0% de TVA à 20% de TVA, plus 25 à 35 euros de frais de dossier pour la douane. Donc le mieux c'est quand même de faire une commande complète, anticiper tout ce qu'on pourrait faire par la suite,
pour payer moins cher, au même titre que quand je fais le Ford F-150 en Amérique, bah c'est ce que je fais. Donc là par exemple les filtres à huile, pas en commander un mais deux, comme ça on a la prochaine vidange, les petits joints, les petites durites, voilà. Vraiment l'idée c'est de faire un check-up complet, de savoir précisément tout ce qu'il faut acheter. Et ensuite on passe commande et on attaquera le vif du sujet, la mécanique. Donc les amis, je cherche un moyen de pouvoir la lever et on se retrouve pour faire le check-up. Bon, j'ai réussi à la caler tant bien que mal. Franchement c'est super bas, hein. C'est beaucoup plus bas que la F430. Donc frangin, attention sur les deux dames, hein, parce que tu peux y laisser un bas de caisse. En fait il y a deux pontons derrière, enfin deux pontées de châssis derrière, donc je l'ai levé à gauche, j'ai pu passer les cales à gauche, j'ai levé à droite, j'ai passé les cales, donc là elle est déjà posée sur le pont. Donc l'idée c'est déjà de faire un check-up du dessous sur le contrôle technique. Alors d'ailleurs je crois qu'on va pouvoir l'avoir, donc ça va permettre aussi de pouvoir faire un petit check-up. Bon là il y a les commandes de câbles, il faudra certainement les démonter, hein. C'est vraiment très grippé, on va graisser un petit peu ce qu'on peut, mais ouais c'est... En fait, au-delà d'être grippé, je pense qu'ils ont dû mettre un jour de la graisse. Donc vous savez, de la graisse genre collante. C'est le truc qu'il faut surtout pas mettre. Voilà, c'est sûr, regardez. Voilà, ça c'est de la graisse genre graisse silicone, collante. Regardez. Et en fait, c'est le truc à ne jamais faire sur des commandes de câbles. Parce qu'en fait, c'est bien, ça va graisser, ouais. Sauf que la poussière va venir se coller dessus. Et à force de manœuvrer le câble, la poussière va monter dans le câble. Et après, c'est pire que mieux. Jamais de graisse filante ou collante sur des câbles. WD-40 et rien d'autre. Sur les câbles, il n'y a vraiment que ça. Bah, le frangin, il a retiré les factures. Voilà, donc du coup, j'ai pas les factures. J'ai pas le dossier. Tant pis, on fera sans. Il y avait dessus, je crois qu'il y avait que les cylindres blocs. Cylindre bloc et une petite fuite, je crois. Il y avait un truc comme ça. Donc on va regarder ça. Parce que là, je l'ai conduit. Donc moi, c'est moi qui l'avais essayé quand on avait été la voir. J'avais rien décelé. Là je l'ai conduit donc de l'atelier à chez moi, il y a 15 km. Franchement il n'y a aucun jeu, aucun bruit. Donc il y a peut-être un cylindre bloc de craqué, mais de là à tous les changer, je suis sceptique. Donc on va vraiment checker tout ça. Alors, une petite lampe d'inspection. Et on va faire par secteur. Alors, déjà, les pneumatiques. Les pneumatiques, on en est où? Alors les pneumatiques arrière sont neufs, mais au-delà d'être neufs, ce qui est intéressant de voir, c'est la date. Ah, je l'ai là. Ok, bon. 2014. Donc déjà, il y a deux pneus, hein, parce qu'on est quand même en 2024 la semaine prochaine. Hein. Donc les pneus, ils ont 10 ans. Quand je vous dis qu'elle n'a pas roulé, vraiment elle n'a pas roulé. Alors je prends mon téléphone en même temps, ce qui va me permettre de faire un petit bloc-notes et pouvoir dire au frangin tout ça. Alors, le pneu arrière, je prends la référence des pneus. 255. Bon, alors pourquoi on change des pneus quand ils sont vieux? Là vraiment les pneus ils sont tout neufs, de tout neuf. Hein. Vous voyez le dessin là, il y a un témoin ici, ils sont tout neufs. Le problème c'est qu'un pneu qui va vieillir, c'est un pneu qui va sécher. Un pneu qui va sécher, c'est un pneu qui va devenir très dur. Donc en fait il ne s'usera plus, c'est le point positif. Le problème c'est qu'il ne tiendra pas l'adhérence. Et là on voit, on essaie de rentrer l'ongle dedans, le pneu c'est du béton armé, c'est de la gomme super dure. Donc là les pneus sont foutus. Voilà, là on a 25e semaine de 2022. Donc là à l'avant, il n'y a pas besoin de les changer. On a vraiment des pneus qui sont neufs, hein, ils ont 1 an. Bon, tant qu'on est sur les roues, on va contrôler les disques. Disques à l'avant, ils ont un peu d'usure, mais pas de là à les changer. Et les plaquettes, elles sont là. Elles sont en bon état. Je sais pas si vous les voyez, mais ça c'est bon aussi. À l'arrière, on a des disques qui sont tout neufs. Donc là, pour le coup, les disques sont neufs. Et les plaquettes, plus difficiles à voir. Non, elles sont à mi-usure. Plaquette arrière à mi-usure. Donc là, rien d'inquiétant non plus. On va contrôler l'autre côté au cas où. Sait-on jamais. Même topo arrière ici. Même topo. Plaquette neuve et disque un petit peu usé. Là, on a accès aux amortos ici. Donc ça va permettre de pouvoir faire un petit check-up. Voir si on n'a pas de fuite au niveau des amortisseurs. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de fuite. On va checker les autres. Là, pas de fuite non plus ici. On voit que c'est du Bilstein qui est monté d'origine. Hein. On est quand même chez Ferrari.
à l'avant. Est-ce que j'ai accès? Oui, j'ai accès par l'intérieur de la roue. Pas de fuite également sur les amortisseurs avant. On va checker un petit peu le train avant. Donc chez Ferrari, vous le voyez, on est sur des combinés filetés à chaque fois. Du moins à chaque fois je ne sais pas, mais en tout cas sur ma 430 on est sur des combinés filetés. Sur une 348 on est sur des combinés filetés. Parce que c'est des vraies voitures de course et du coup bah, c'est des voitures qui vont être entre guillemets prévues pour pouvoir aller rouler avec des géométries différentes. Alors là effectivement on voit que le cylindre bloc est un peu craquelé. Mais pour moi il n'a pas de jeu. Alors on peut les prévoir hein, mais est-ce que c'est urgent de les faire? Je ne suis pas sûr. Je vais prendre un petit pied de biche et on va regarder. Et franchement il y a presque que ceux-là. Là j'ai accès à ceux-là, ils sont propres. J'aurais que le triangle supérieur. De ce que je vois. Il n'y a pas grand chose. C'est sec, il n'y a pas de traces d'huile. Les rotules on est comment? Les rotules, il n'y a aucun jeu. On contrôle un petit peu. Là vous voyez le châssis il est impeccable. Bon là, quelques traces de frottement. Ça malheureusement c'est dû au Dodan, hein. Là pareil. Mais sinon le châssis en lui-même RAS. De ce côté là on découvre exactement la même chose. Les cylindres blocs légèrement craquelés. Franchement il n'y a pas mort d'homme. Au pied d'amortisseur également ici on voit. C'est fou quand même hein. Là on a les cylindres blocs qui sont protégés à l'intérieur. Ils sont pas craquelés. Et ceux qui sont à l'extérieur sont craquelés. Donc vraiment comme quoi les protections ça a vraiment un rôle important. Le fond plat il est impeccable. Il n'y a pas de trace de potentiel accident ou quoi que ce soit. Enfin que je regarde. Là il n'y a aucun jeu. Et j'ai aucun jeu dans ce sens là. Franchement les cylindres blocs c'est parce qu'ils ont un aspect craqué hein. Il n'y a aucun jeu. Aucun. On va quand même changer les cylindres blocs parce que voilà on veut que ce soit nickel, c'est une Ferrari. Mais il n'y a rien de dramatique. Alors on va noter cylindre bloc. Bon, il y aura un bon lustrage à faire. On voit que la peinture elle est micro-rayée de partout. Surtout elle est très terne, vous voyez là avec si on navigue la lumière dessus elle brille pas la peinture. Alors j'ai vraiment envie juste pour mon plaisir de faire un tout petit carré. Mais bon après le frangin il va gueuler hein. Je lui fais une demi-heure puis je lui dis après le reste tu te démerdes. Alors là on voit tout au bout de mon doigt là-bas, on a également les cylindres blocs de bras supérieur, enfin de triangle supérieur qui sont craquelés. Au niveau du pied d'amortisseur beaucoup moins, mais on voit qu'il est un petit peu déformé avec le temps. Et par contre toujours au niveau du triangle inférieur, bah RAS, les cylindres blocs sont nickel. Donc là vu que c'est l'arrière quand même on va changer les 4. On va changer ceux du triangle inférieur et supérieur parce que c'est une propulsion et quand on passe la puissance, en fait si le caoutchouc est un peu vieux, on va avoir un caoutchouc qui va être plus mou et qui va avoir tendance à gigoter un peu comme ça dans sa cage et on peut avoir une petite perte d'adhérence. Voilà, donc quitte à démonter, autant le faire propre et changer les cylindres blocs. Mais bon, encore une fois, clairement il n'y a pas de jeu, donc c'est pas urgent de le faire. On va le faire. Mais il n'y a pas d'urgence immédiate, voilà. Ça en va pas de la sécurité de la voiture. Hein. Là, ce que je veux contrôler, c'est les supports moteurs, qui sont tout simplement des cylindres blocs de moteur. Voilà. Donc, je dois en avoir quelques-uns, voir s'ils sont pas écrasés. Bon, en tout cas, on voit que le châssis, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Alors franchement, au niveau remplacement d'embrayage, c'est genre un régal, quoi. La cloche, elle est là. L'embrayage il se trouve pas entre le moteur et la boîte. À mon avis il y a un arbre de renvoi, il y a avoir une cascade de pignon ou quelque chose comme ça. J'en ai jamais fait dessus. Mais la cloche elle est en bout donc c'est genre ultra simple en fait. Il n'y a rien à faire. Tu déposes l'échappement et tu changes l'embrayage quoi. Le régal. Franchement niveau conception c'est génial. Donc c'est un bloc de boîte, non il est pas neuf hein, mais bon après voilà c'est une voiture qui a 30 ans, on va pas non plus refaire tout neuf sinon tu changes toutes les durites, tu changes tout. Faut rester un petit peu raisonnable. Voilà, support moteur ici. Bon, ça c'est pareil. Hein. Là les supports moteurs ils sont en très bon état aussi. De ce côté là pareil, ils sont pas écrasés. Non de ce côté là c'est bon. Par contre là on voit qu'il y a une petite fuite. Là on a une petite fuite d'huile. Alors franchement une bagnole qui a 30 ans c'est nickel dedans. Enfin franchement il y a une fuite d'huile. Là on a accès aux culasses, c'est impeccable.
On dirait que c'est le bouchon de vidange qui a l'air de se suinter un peu là. Il y a des voitures qui n'ont pas 30 ans qui pissent l'huile bien plus que ça. Donc là vraiment c'est pas grand chose. Mais si on peut le réparer, on le réparera. Alors est-ce que les caches-culbuteurs ont mal été faits? Dans ces cas là clairement ça attendra la prochaine distribution. Ou est-ce que c'est un petit joint là-haut, un petit tuyau? On va essayer de voir ce qu'on peut regarder. Bon, déjà on va commencer à noter tout ce dont on est sûr. Donc il va nous falloir filtre à huile, filtre à carburant bien sûr, filtre à air, filtre habitacle. S'il y en a un, c'est pas sûr. À cette époque là c'était pas dit qu'il y en avait un. Les fluides, bon je le note pas parce que du coup ça se sera pris directement dans notre boutique myLittleGarage.fr. Donc là cette voiture là on va la passer également à l'huile céramique moteur et huile de boîte et additif céramique, le tout de chez Saint-X. Faut que je trouve un petit bâton pour tenir ça parce que ça ne tient pas. Bon, clairement le gros avantage par rapport à la F430 c'est qu'à cette époque là on regardait encore pas trop le côté esthétique. Et du coup en fait le moteur il est dépouillé. On a accès absolument à tout d'un seul coup d'œil quoi. Donc la F430 il y a des caches partout, faut tout retirer. Alors c'est plus esthétique mais c'est aussi plus casse-couille quand tu dois faire de la mécanique. Là pour le coup c'est quand même relativement simple. On a les fameux câbles qui à mon avis sont bien dégueulasses. Ouais, on voit que partout il y a eu de la graisse épaisse de mise. Et je pense que le problème il vient vraiment de là. Là on a la petite goulotte là avec les gaines. Ça va pas forcément être simple de nettoyer tout ça. Bon. Filtre à air ici, de toute façon on prend pas de risque, on le change, on sait pas pour ce que ça coûte. Je regarde un petit peu si je vois pas des durites abîmées, quelque chose. Là je voulais regarder aussi les commandes. Non, les commandes sont pas dures parce que je trouve que c'est quand même relativement ferme au niveau du pied et encore ça c'est quand même pas mal débloqué. Ok, non, ça il va bien. Là, ce qu'il faut regarder vraiment sur des véhicules qui sont vus comme ça, c'est toute cette petite durite de dépression. En fait, ces durites là, c'est du caoutchouc qui est très fin et ça va avoir tendance immédiatement à se craquer. Donc vraiment, ça c'est le genre de truc qu'on peut avoir et qui peut nous donner des prises d'air. Donc vraiment bien regarder. Là j'ai un solénoïde ici. C'est pas toujours simple. Là j'en ai ici sur mes solénoïdes, bien regarder leur état. Parce qu'une petite durite comme ça, c'est beaucoup de conséquences généralement. Là on a le régulateur de ralenti. Pour ceux qui se demandent à quoi sert cette petite pièce là, ça permet de bypasser en fait les papillons pour venir réguler notre ralenti pour le ralenti recherché. Donc ça, on va faire une petite peinture vermiculée. Je regarde au niveau du fond là-bas si je vois un petit suintement ou quelque chose. Alors je vois qu'on a deux filtres à carburant, un filtre par rampe. On en a un là et un là-bas, donc ça c'est bien, c'est bien de le voir parce que du coup il faudra en acheter deux et pas un. On va également remplacer les bougies, donc 8 bougies. Les bobines elles ont 90 000 km. On va partir du principe, encore une fois il faut juger entre ce qui est nécessaire à faire et ce qui peut-être ne l'est pas. Une voiture qui a 30 ans on pourrait tout changer en fait, tout est usé, mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Donc là on n'a pas de défaut d'allumage, on n'a pas de soucis particuliers. Il faut regarder les câbles d'allumage, que là-dessus on a une bobine déportée pour un banc moteur. Donc du coup on a deux bobines, une de chaque côté. Là on voit celle-ci elle fait 5, 6, 7, 8 en ordre d'allumage. Donc l'autre elle doit faire 1, 2, 3, 4. Donc ce qui est important de regarder c'est surtout l'état des câbles, qu'on n'ait pas des câbles un petit peu abîmés. Et il y a une technique aussi très pratique à faire pour voir si on n'a pas une fuite de courant en haute tension. Fais-moi. C'est en fait de démarrer la voiture en pleine nuit et de stabiliser vers 1500 tours et de regarder au niveau des câbles. Pourquoi en pleine nuit? Parce qu'en fait quand vous avez une fuite de tension sur des câbles haute tension, ça va faire un arc électrique. Un arc électrique en plein jour ça se voit pas, par contre en pleine nuit ça se voit très bien. Et donc du coup ça c'est une petite vérification qu'on fera hors vidéo, de démarrer la voiture en pleine nuit et de vérifier tout le long des câbles si on n'a pas une petite arc électrique qui se fait au niveau du câble sur le moteur. Parce que sinon ça veut dire que le câble est craquelé et en fait on a une fuite de courant, donc on a une perte d'intensité pour l'étincelle pour la bougie. Donc ça à ce moment là il faudra changer les câbles.
Sinon, voilà, il n'y a pas d'importance à changer les câbles tant qu'on n'a pas de problème, on va dire, d'allumage. Bon, là, je vois bien également mes soufflets de cardan qui sont impeccables. Franchement, elle est saine, hein. Elle est super saine. Alors, ce que j'ai envie de faire dans cette petite vidéo, ce que j'ai remarqué sur la voiture, c'est que quand elle la démarre, elle va avoir tendance à être long, à retrouver son régime de ralenti. Alors, c'est pas forcément un problème. Parce que on est sur des injections qui sont vieilles, hein. Vous vous rendez compte, il y a 30 ans on était sur une injection indirecte mais multipoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un injecteur par cylindre. Ce qui était déjà haut en termes de mécanique à l'époque. Et c'était des injections qui réagissaient quand même beaucoup moins bien que les injections qu'on a maintenant. Donc c'est pas forcément anormal. Mais, parce qu'il y a un mais, ça peut aussi être un boîtier papillon qui est un peu sale, un débitmètre qui est un peu sale, ça peut être aussi une valve de régulation qui est un peu sale, ou une petite fuite d'admission. Donc pour vérifier les fuites d'admission, j'ai un petit appareil qui fait de la fumée, que je branche sur l'admission, et qui va tout simplement faire de la fumée partout, et quand ça fuit, c'est qu'il y a fuite. Voilà, t'as compris. Donc ça permet aussi de pouvoir faire une petite vérification et peut-être de détecter des durées qu'il faudrait changer. Et en même temps on en profite pour faire un petit coup de nettoyage sur les boîtiers papillons et sur les débitmètres. Et comme ça de ce côté là on s'est retiré un petit peu cette petite interrogation. Je pense que ce serait pas mal de faire ça. Et ensuite on va essayer de graisser tout ce qu'on peut au niveau câble. Mais à mon avis il va falloir démonter les câbles, je pense. On va démonter ça, on va déjà en démonter un. Ce qu'on va vérifier déjà, c'est l'état des débitmètres, s'ils sont sales ou pas. Alors maintenant, je devrais pouvoir retirer le débitmètre. Oui, on a un petit grillage, un petit filament. Alors, c'est pas des débitmètres à tiroir. Mais oui, il y a 50 filaments qui passent dedans. Je sais pas si vous voyez bien, si je vous mets à la lumière comme ça. Hop, là voilà. Vous avez comme une petite toile d'araignée au fond du tube. Ça, c'est les débitmètres à filament, c'est hyper sensible. Et vous avez des petites lamelles aussi là-haut qui va mesurer un petit peu la température d'admission, etc. Et ça, c'est hyper important de les nettoyer vraiment très proprement. Donc là, ce qu'on va faire pour déterminer s'ils sont sales ou pas, on va prendre un petit chiffon blanc. Et là, absolument rien d'autre que du nettoyant fin. Et surtout pas de soufflette, j'insiste. Le chiffon, il est propre, il est blanc et manipulé avec délicatesse. On a retiré un petit peu de saleté, vous voyez, tous les petits trucs noirs là qu'on a retiré, mais c'était pas non plus ultra sale. Et il fait tellement froid que genre le nettoyant fin n'arrive même pas à s'évaporer quoi. Ça me fait une flaque de nettoyant fin, et d'habitude en 2 secondes c'est sec, et là il caille trop. Conduite d'admission, vous voyez, là c'est très gras. En fait c'est malheureusement déjà à l'époque ces fameux retours d'huile qui étaient un peu relous. Et vous voyez ces retours d'huile, et bah le problème c'est que quand il passe dans le filament, ça fout le bordel. Donc, c'est un peu dégueulasse, mais ça va, ça sent pas le crâne. Donc, ça veut aussi dire qu'à mon avis, au niveau du papillon, ça doit pas être joli joli. Donc, du coup, on va aller voir plus loin, et on va aller regarder ce qui se passe au niveau du papillon. Ça se trouve, c'est peut-être là qu'il y a notre petit bug. Et du coup, le temps que les vannes de ralenti, donc qui sont là, se disent, oula, ralenti trop bas. Il faut les rouvrir parce que c'est un vieux système, hein, c'est mécanique quoi. Maintenant tout est géré par électronique, on se prend pas la tête. Mais à l'époque c'était en gros attention, papillon trop fermé, pas assez d'air. Du coup j'envoie un signal à la pompe de ralenti qui me dit qu'il faut rouvrir un petit peu la pompe. Et donc du coup ça voilà, il y a vite fait d'avoir quelques secondes dedans. Alors, bon, le meilleur moyen de laisser mon papillon grand ouvert pour le nettoyer, ça va être de laisser ma pédale d'accélérateur grand appuyée. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne pièce de Mégane. Voilà. Un morceau de Renault dans une Ferrari pour bricoler. Et là, j'ai mon papillon grand ouvert. Et donc là, on peut voir dedans que c'est un petit peu craquant. Franchement, ça va. C'est pas ouf, mais c'est un petit peu sale. Donc on va nettoyer ça. Alors là, pareil.
pas 50 produits, hein. Il n'y en a qu'un qui fonctionne bien. Le seul, l'unique, nettoie un frein. Et après il y aura peut-être, si on voit que le problème n'est pas résolu, dans une prochaine vidéo j'irai démonter les sondes de ralenti, enfin les vannes de ralenti, pour aller mettre un petit coup de propre là-dedans. Pendant cette affaire on a presque oublié de mentionner quand même les vérins de coffre qu'il faut changer, qui sont presque le plus important, parce que là on est obligé de mettre un marteau disgracieux en plein milieu du moteur pour garder ça ouvert. Ça fait quand même pas hyper pro quoi. Voilà, hop. Alors ça c'est une petite machine de fumée que j'avais achetée, très pratique. En gros c'est une petite machine qui va générer de la fumée, voilà. Et du coup ça va souffler jusqu'à 1 bar, donc en fait ça va permettre de pouvoir voir si on a des fuites. Alors ça marche, moi je m'en sers surtout pour l'admission, mais ça peut servir aussi pour les carters moteurs. Tu fais ta vidange, tu mets ça dedans, et en fait là où sort la fumée c'est là où sort l'huile quoi. Voilà, c'est relativement simple de procéder, mais c'est hyper pratique parce que des fois, alors notamment quand c'est de l'huile qui coule, tu vas rechercher, tu vas dire merde ça ruisselle, t'arrives pas à trouver, etc. Et le pire c'est les fuites d'admission. C'est hyper dur à trouver parce qu'on va avoir tendance à se focaliser à des endroits où on voit et pas à ceux où on voit pas. C'est toujours un petit peu galère. Puis encore une fois, détecter un passage d'air, c'est pas toujours simple, hein. Un joint qui est un peu pourrave, etc. c'est relativement compliqué à faire. Alors c'est ni plus ni moins que de l'huile pour bébé, hein, qu'on met dedans, c'est très simple. Donc là on a des raccords pour le carburant, des raccords pour les plénums, en l'occurrence qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc j'ai fabriqué un petit truc parce que c'est pas les mêmes raccords que mon compresseur. Donc du coup j'ai bricolé un peu l'affaire. Voilà. Voilà. Miracle, ça fonctionne. Bon, tac, après tu mets ça dedans. Voilà. Tac. Et là, tu balances de l'air. Là, je vais chercher vraiment tout ce qui est petite durite de dépression, qui des fois va nous faire chier. C'est la seule fumée que j'ai, hein, c'est vraiment ici. C'est logique. Et bien écoutez, il n'y a absolument aucune fuite. On va bien le remettre sous pression. Normalement quand je vais démarrer, ça doit bien fumer. Même au niveau du collecteur d'admission, on n'a pas de fuite. On n'a pas de fuite au niveau des durites. Les vannes de ralenti, pas de fuite non plus. Donc peut-être qu'elles sont un petit peu encrassées. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tout va bien. Donc là, normalement, ça va fumer abondamment. Voilà. Donc il y a bien de la fumée partout. Donc de ce côté-là, on est tout bon. Bon, on va replacer nos débitmètres. Pour ce qui est de la partie débitmètre, nettoyage des papillons, etc. On est content quand ça arrive jusqu'en bas. C'est tout bon. Alors, niveau vérif moteur, on est ok. Là, on va s'occuper un petit peu. Enfin, on va s'occuper, non, je l'ai déjà fait. De la fermeture du capot. En fait, j'ai commencé par dégager toute la graisse qui était pourrie, si vous vous souvenez en vidéo. Donc j'ai mis netto en frein et j'ai soufflé avec la soufflette jusqu'à dégager toute la fameuse graisse épaisse. Donc là maintenant on va juste mettre du WD-40. Bon, il faudra le faire certainement plusieurs fois de suite, hein, parce que ça pénètre bien dedans. Voilà, pareil à l'entrée des câbles. Les câbles n'ont vraiment pas l'air grippés. En fait quand je les prends comme ça, j'arrive à les bouger sans problème. Donc je pense que c'est vraiment plutôt le mécanisme en lui-même qui est d'origine, je pense, un peu dur, et avec la graisse pourrave, ça arrange pas les choses. De ce côté-là, on avait terminé notre petit check-up. Donc notre liste elle est ok. On a nos 2 vérins qu'on a ajoutés. Alors, on va vérifier la planche du capot. Bon,
Déjà il n'y a plus besoin de le claquer comme un malade. Et là ça s'ouvre beaucoup mieux. Voilà. Et ça ferme du coup du premier coup. Bon, vous voyez en fait c'était pas forcément... La poignée est raide, mais déjà ça l'ouvre facilement. Voilà, déjà ça c'est réparé. Et ben on va faire exactement la même chose, mais sur le capot avant. Je vous montre ma technique. Hop, alors là les vérins à l'avant, eux ils marchent bien. Donc là en fait on voit bien que c'est une graisse vraiment épaisse et tout. On fait ça, on prend de la pression. Et on dégage cette foutue graisse. Et à mon avis, c'est elle qui est responsable de tout ça. Oh, ouais. Il y a un paquet de merde. On va retendre un petit peu tout ça. C'est un peu archaïque comme système. On a une petite boule ici. On a une petite boule ici, hop, et on vient tendre les câbles. Donc il y a un câble pour déverrouiller et un câble pour le loquer. Alors, on graisse les entrées de câbles, tout le mécanisme. Je vais aller contrôler la tension des câbles sur l'autre côté. Bon, par contre, les gaines sont pas tendues du tout. En fait, je pense qu'il y avait plusieurs problèmes. Le fait que le mécanisme soit collé par la merde et le fait que les câbles ne soient pas assez, enfin pas tendus équitablement. Ce qui fait qu'on a un côté qui est tendu, l'autre qui est pas tendu. Du coup, je pense que la poignée elle tire un peu n'importe comment. Bon, on a retendu un petit peu tout ça. On va regresser celui-là, on va voir ce que ça nous donne. On est passé de très dur à limite pas pouvoir l'ouvrir. On va voir si on a une amélioration. Je pense pas que ce soit les câbles en vrai. Les câbles n'ont pas l'air si durs que ça. J'en profite, je leur mets un petit peu, on graisse tout. Il est déverrouillé là-bas? Oui. Okay. Verdict. Alors le capot est relativement mou. Voilà. Donc j'ose pas trop claquer. Je préfère appuyer tranquillement des deux côtés. Alors qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Celle-là on avait vraiment du mal à l'ouvrir. Et bah voilà. Nickel. Donc en fait c'était pas du tout les câbles. C'était vraiment le mécanisme qui était bardé de graisse qui fait que c'était dur. On va refaire un dernier coup. Donc là, ok, ça se ferme bien. Et ça s'ouvre bien. Parfait. Nickel. Il nous reste la même chose, mais niveau trappe à essence. Alors, trappe à essence centralisée, s'il vous plaît. Du coup, on appuie sur le petit bouton. Hop. Et là, vous voyez, en fait, le petit bitonio, il reste bloqué dedans. Donc lui, je pense que c'est pareil. Il est bien cracra. Donc on va passer par le coffre. On va reprendre le bon vieux marteau. Ça va avoir un bon lustrage aussi, elle va être bien plus jolie. Parce que là, elle est quand même bien interne. Et là, on va déjà commencer par souffler ça. Mettre de WD-40. Ça va nous l'envoyer un peu partout. Et là, on a une petite trappe de sécurité, une petite languette qui nous permet de pouvoir verrouiller ou déverrouiller manuellement. Donc là, on manœuvre. On manœuvre et on voit bien qu'il y a de la saleté là. Je te mets peut-être pas trop presque, ça va gicler. Donc là, on remet du WD-40. On souffle pour que ça rentre. Ça, c'est tout le problème de une voiture qui roule pas. Bon, là déjà, ça va rentrer relativement mieux. Alors, on vérifie. Ça clip. Je décentralise. Le bitonio revient bien. On réessaye. Ça marche. Et ça marche. Bon. Vous voyez, c'est que des petites bricoles. Ça prend 5 minutes par
par bricole, mais ça vaut quand même le coup de le faire pour le quotidien de la voiture, c'est quand même plus sympa que d'arriver à la station essence, commencer à devoir ouvrir le capot que t'arrives pas à ouvrir parce que la tringlerie est bloquée pour venir manœuvrer le machin. Bon, t'as compris, c'est chiant. Allez, je remets un petit coup de graisse ici avant de le fermer. Et pour tout ce qui est tringlerie et câbles, ça va être tout bon. Maintenant, on va s'occuper de la tringlerie de boîte. On a aussi un petit côté, alors honnêtement on a presque plus, oh là là ça régale comment ça se ferme bien. On a presque plus de difficulté à passer les vitesses, ça c'est franchement hyper bien dégrippé juste en roulant avec la voiture. On va quand même démonter la grille, voir ce qu'on trouve dessous, voir si on peut graisser un petit truc, voilà, on sait jamais. Bon là on a ce qu'on appelle une grille en H. Et vous voyez, bon, la grille en H a quand même réputation d'être hyper ferme. Là, elle est ferme, mais ça s'est quand même vachement débloqué par rapport à avant. Avant on a galéré vraiment à passer les vitesses. On va aller voir ce qui s'y passe là-dedans. Voilà. Ok. Il y a une petite pièce en plastique. Ah, petite pièce qui à mon avis venait là. Ça c'est cassé. C'est la petite pièce qui vient là. Elle est cassée et déjà recollée. Il y a des traces de colle. On verra, on essaiera de la recoller au bicomposant et peut-être peindre le tout pour que ça se voit plus. Ouais, c'était le cendrier. Bon. Alors, dans notre pommeau, qu'est-ce qu'on a? En fait, dans le pommeau, on n'a absolument rien. Ah, si je vois deux câbles en bas là. Et le reste, c'est que des réglages. Alors, est-ce que si quand je bouge le levier. Ouais, non. Non, il n'y a absolument rien à faire de ce côté-là. Ça devait être les câbles entre eux. Parce que là, en fait, on a deux gros câbles, deux grosses sections. Avec de la bonne graisse épaisse. Alors, encore une fois, j'aurais pas mis de la graisse épaisse à cet endroit-là. Mais là, on est quand même protégé. On est dans l'habitacle, etc. Il y a pas de, ça peut pas venir de dessous la voiture. C'est fermé, c'est cloisonné. Donc, clairement, on voit que la graisse, elle est propre. Même si elle est vieille, elle est propre. Donc voilà, c'est pas ça. Sachant qu'en plus la graisse, vu qu'elle est hyper épaisse, c'est genre de la graisse de cardan, ça reste vraiment là, ça va pas dans les câbles. Non, je pense que ça avait vraiment besoin de naviguer. Là on voit que ça passe quand même relativement simple, hein. Voilà, ça reste des boîtes relativement fermes. Mais de ce côté là, je pense que c'était juste un manque d'utilisation. De ce côté là on est bon. Alors la ventilation c'est pareil, on en avait parlé dans la vidéo d'achat, qu'en fait le chauffage marchait que à fond. Et ben maintenant il marche, voilà. Donc je pense que c'était pareil, peut-être en fait ça se trouve c'est une vieille une vieille sonde de température, parce qu'à l'époque il y avait des sondes de température en fait, et ça faisait chaud froid chaud froid chaud froid pour réguler la température. Et peut-être que la sonde, il y avait de la poussière dessus, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'explication. J'ai repris la voiture, le chauffage marche impeccable. Je mets 21, il fait 21, je mets 22, il fait 22, je mets 25, il fait 25. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est ok. Et il y aura juste certainement la petite masse à trouver. Parce que quand on coupe la clim, notamment là, vous allez voir, normalement la jauge à essence chute. C'est la rentrée d'air, ouais, tac. On entend les volets. Et vous voyez quand je mets en recyclage, ah si c'est bon, ça marche. Vous voyez ça marchait pas non plus. Mais en fait je pense que c'est parce que dans les boutons il y a de la poussière. Et du coup à mon avis, tiens regarde, j'ai la soufflette là, ça fait faux contact. Voilà. Vous voyez, on a récupéré les boutons qui marchaient pas là, ils remarchent maintenant. Et la jauge elle tombe pas à zéro. Donc on va voir en roulant, mais bon, je pense que c'est plutôt des petits problèmes de poussière. Allez, on n'a pas de vitesse. Elle régule bien. On la laisse monter en température, on contrôle le niveau d'huile. Et après c'est tout bon.
ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le check-up de cette Ferrari 348 TS. On a fait un petit peu le bilan de tout ce qu'il fallait qu'on achète. On a pu réparer tout le problème de tringlerie de coffre, enfin de capot, enfin tu vois le truc du moteur quoi. Tringlerie de la trappe à essence, tringlerie du capot ou du coffre, comme tu veux, hein. Et on a pu vérifier au niveau de la tringlerie de boîte que tout était ok et que c'était certainement dû à la non-utilisation du véhicule, qu'elle était ferme au début. Là tout est revenu dans l'ordre. Au niveau de l'accélérateur c'est pareil, c'était revenu dans l'ordre à la fin du trajet. Donc de ce côté là tout est ok. Maintenant les amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode avec les pièces. Et cette fois-ci, eh ben, on va attaquer un petit peu la partie mécanique. Donc là tous les fils, tous les fluides, tout ce qu'il y a à faire on le fait. Les pneus arrière. On va également faire un lustrage complet de la voiture pour vraiment lui donner le peps de sa couleur rosso corsa comme disaient les Italiens. On lui fera un petit traitement céramique. Et puis après on s'occupera de tous les éléments où il y a un petit peu d'oxydation ici. Donc les éléments qui sont en noir mat comme ça, très facile à peindre. Elles en veulent les petites biquettes. Très facile à peindre. On met une simple peinture haute température et ça fait exactement le même rendu. Donc vraiment tout ce qui est oxydation, on a la chance, c'est sur les zones noires que je suis en capacité de refaire à mon échelle. Les zones rouges, personnellement, je laisse ça aux professionnels du métier. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si ce projet-là vous fait kiffer. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux suivre les aventures de cette Ferrari 348 du Frangin, eh ben n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!